Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Voici les titres de l'actualité. Hillary Clinton en Russie pour parler du nucléaire iranien. Son homologue Sergueï Lavrov s'est montré très réservé sur d'éventuelles sanctions contre Téhéran. Barack Obama aurait décidé d'envoyer 13 000 hommes supplémentaires en Afghanistan, en plus des 21 000 renforts annoncés en mars. A priori, il ne s'agit pas de combattants, mais d'ingénieurs, de personnel médical ou encore d'experts du renseignement. Une information qui émane du Washington Post. Enfin, en France, il suit les traces de son père et ça ne plaît pas à l'opposition. Jean Sarkozy, 23 ans, pourrait prendre la direction de la structure publique qui gère le quartier de la Défense. La gauche crie au népotisme. Hillary Clinton est en Russie, elle s'est entretenue avec Sergueï Lavrov. Il a longuement été question du nucléaire iranien. La secrétaire d'État américaine a expliqué que la question des sanctions n'était pas encore d'actualité, mais que l'option était sur la table. Son homologue russe estime pour sa part que les menaces en direction de Téhéran sont contre-productives. Le compte-rendu à Moscou de Romain Gobelin. Si la secrétaire d'État américaine espérait obtenir un petit soutien de Moscou concernant d'éventuelles sanctions contre l'Iran, contre le régime iranien, eh bien c'est raté. Le Moscou n'a pas changé de position. Sergueï Lavrov a expliqué que la Russie ne souhaitait pas pour l'instant appeler à des sanctions contre l'Iran et Hillary Clinton a dû concéder bien qu'il était trop tôt pour parler de sanctions. Et de manière générale, si on veut résumer en deux mots ces premières heures de négociation, eh bien le dialogue continue, rien n'a été obtenu. Et Moscou et Washington ont décidé malgré tout de poursuivre leurs négociations. Et c'est le cas pour la question du désarmement, pour la question du traité START qui arrive à expiration au début du mois de décembre. On parle de progrès substantiels, mais on ne sait pas de quel progrès il s'agit. Alors Moscou et Washington ont décidé tout simplement de poursuivre leur dialogue en espérant trouver une solution avant le début du mois de décembre. Est-ce que la question des droits de l'homme a été abordée lors de cet entretien ? Abordé, mais là aussi pour conclure qu'il y a des désaccords, que Hillary Clinton et Sergueï Lavrov sont d'accord pour ne pas être d'accord en quelque sorte. Hillary Clinton parle de désaccords sur la démocratie, sur la société civile ou sur la Géorgie, mais elle l'espère, dit-elle, que ces points de désaccord ne vont pas être un obstacle à la poursuite de ce nouveau dialogue entre Moscou et Washington. Après des décennies de méfiance et de contentieux territoriaux, la Chine et la Russie continuent de consolider leur rapprochement sur le terrain économique. Lors d'une visite de Vladimir Poutine à Pékin, 3,5 milliards de dollars de contrats ont été signés dans les domaines financiers et surtout énergétiques. Alors, quel intérêt Pékin et Moscou ont-ils à se rapprocher dans le secteur gazier ? Écoutez Joris Zilberman à Pékin. Pour Moscou, d'abord, c'est une opération de diversification de sa clientèle. Les Russes ont maille à partir, vous le savez, avec les Européens qui cherchent à sortir de leur dépendance vis-à-vis du gaz en provenance de Moscou. Et donc le but de Vladimir Poutine est de s'assurer un client fidèle en la personne de la Chine. Alors bien sûr, Moscou ne regarde pas d'un très bon œil l'ascension irrésistible de la Chine qui fait de l'ombre en Asie à une Russie empêtrée dans la crise. Mais les Chinois ont l'avantage d'avoir des besoins exponentiels à satisfaire urgemment. Et pour Pékin, la proximité géographique et les ressources immenses, notamment dans l'extrême-orient russe, sont incontournables. On va à présent s'intéresser à ces révélations du Washington Post. Barack Obama a décidé d'envoyer 13 000 hommes supplémentaires en Afghanistan, en plus des 21 000 renforts annoncés en mars. Le président américain n'avait pas l'intention de révéler cette information. Ce ne sont pas des troupes de combat, mais leur mission est tout aussi indispensable. Ils sont mécaniciens, démineurs, médecins, experts en renseignement. On les appelle les troupes de soutien. Selon le Washington Post, ils seront 13 000 de plus en Afghanistan. Un renfort accepté par Barack Obama, mais pas annoncé publiquement. Ils viennent s'ajouter aux 21 000 soldats de combat supplémentaires qui seront déployés en Afghanistan d'ici la fin de l'année. Ces renforts n'ont rien à voir avec la nouvelle stratégie que Barack Obama doit élaborer. Le général McChrystal, commandant sur le terrain, demanderait l'envoi d'au moins 40 000 soldats supplémentaires pour combattre l'insurrection talibane. Une option qui serait sans doute impopulaire auprès de l'opinion américaine. Pour l'instant, Barack Obama n'a pas pris de décision. Le général McChrystal a tiré ses propres conclusions sur la stratégie militaire. Mais il est important que nous prenions aussi en compte les aspects civils, diplomatiques et économiques. Le constat de la Maison-Blanche est pourtant clair, les talibans afghans sont beaucoup plus nombreux qu'avant et beaucoup mieux équipés.
Mais certains analystes s'interrogent aussi sur les liens et l'influence des talibans pakistanais, puisque la frontière est très poreuse. Finalement, Barack Obama pourrait adopter une stratégie hybride. Un renfort limité des troupes en Afghanistan, mais davantage de coopération avec l'armée pakistanaise pour bombarder le long de la frontière les repères des talibans. Le Premier ministre tchèque Jan Fischer a été reçu par le président de la Commission européenne José Manuel Barroso à Bruxelles, alors que le président Václav Klaus conditionne sa signature du traité de Lisbonne à une dérogation pour son pays concernant la charte des droits fondamentaux. Barroso qui demande au Premier ministre tchèque de tout faire pour que le traité soit ratifié au plus vite avant la fin de l'année. En France, la montée en puissance de Jean Sarkozy dans le département des Hauts-de-Seine fait des vagues. À 23 ans, le fils du chef de l'État, déjà conseiller général, vise la présidence de l'EPA, de l'organisme public qui gère le quartier d'affaires de la Défense. L'opposition crie au népotisme. Le chef de l'État, lui, trouve déplorable que son fils soit jeté en pâture. En pleine polémique, Nicolas Sarkozy a dévoilé aujourd'hui son plan de réforme des lycées. Il a rappelé son attachement à la promotion au mérite. Écoutez. Désormais en France, c'est de l'école que sortiront les élites et pas de la naissance. Cela voulait dire désormais que ce qui compte en France pour réussir, ce n'est plus d'être bien né. Pour réussir, c'est travailler dur et avoir fait la preuve par ses études, par son travail, de sa valeur. Et on reste en France avec un incroyable sauvetage. Les 6 occupants de l'avion de tourisme disparu lundi en début d'après-midi à proximité du golfe de Porto ont été retrouvés vivants. Ils sont restés plusieurs heures dans l'eau avec des creux atteignant les 5 mètres. Ces passagers sont des miraculés. Ils viennent de survivre au crash en pleine mer de leur petit avion. C'était extrêmement rapide. L'eau est rentrée immédiatement dans le cockpit. Et ça a duré, mais très très peu. D'ailleurs, on est sorti par les fenêtres, je pense, et l'avion a coulé immédiatement, quoi. On s'en est vraiment super bien sorti, quoi. On aurait pu mourir 2 fois, quoi. Je veux dire, il y a l'avion, l'impact de l'avion déjà, c'est une chose, et ensuite, même si mentalement, ce qui est dur, c'est que la côte n'est pas loin, et vous pouvez pas y aller, quoi. Parce que c'est impossible, quoi. Physiquement, c'est pas possible. Leur avion, un Cessna, devait les ramener de Propriano, en Corse du Sud, à Cannes, sur le continent. 1 heure après le décollage, le pilote signale une panne moteur et l'appareil s'abîme dans le golfe de Porto. Un accident géré avec beaucoup de sang-froid par l'équipage. Sans céder à la panique, ils ont enfilé leur gilet de sauvetage, se sont extraits de la carlingue et pendant 9 heures, ils ont survécu dans l'eau en attendant les secours. Leur état général est quand même assez bon, compte tenu du fait qu'ils ont passé 9 heures dans l'eau de mer avec des creux de 8 mètres et une eau vraiment pas très chaude. Ils étaient en hypothermie tous à l'arrivée. L'accident s'est très bien passé puisque tout le monde est là, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu d'insultes, très bien. C'était un peu long puisque vous avez passé 7 heures dans l'eau, ça fait beaucoup. J'ai les yeux qui sont collés, je ne sais pas pourquoi. Mais... Un navire de la marine et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés pour ce sauvetage exceptionnel. Et c'est grâce à leurs balises de détresse que les premiers passagers ont pu être repérés, puis élitreillés à la tombée de la nuit. Ce matin, à part quelques contusions, les rescapés vont bien. Ils doivent leur survie au savoir-faire du pilote, très expérimenté, et de sa compagne, elle-même hôtesse de l'air. Au moment du crash, ils ont tout de suite retrouvé leurs réflexes professionnels. Une triste fin pour Frank Van Der Broek. Le cycliste s'est éteint déçu d'une embolie pulmonaire à l'âge de 34 ans. Le coureur belge est décédé au Sénégal, un pays où il avait décidé de partir dans l'attente de trouver un contrat pour tenter un énième retour dans le monde du cyclisme. Ça faisait 10 ans qu'il était empêtré dans de sinistres affaires de dopage. Il avait également fait 2 tentatives de suicide. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.